Avant de vous présenter le magnifique casting de ce soir, quelques rapides mots d'introduction. Pour information, j'ai coupé les micros pour éviter d'entendre les bruits parasites, bruits de chiens, d'aspirateurs ou de mes petites filles qui veulent voir et savoir quand papa rentre ce soir. Du coup, pas de micro ouvert, mais des possibilités de poser vos questions via le chat et Maxime Wagner, qui en a la responsabilité, se fera un plaisir de vous répondre ou de relayer vos questions à nos interlocuteurs. Vous avez également la possibilité de vous renommer si vous souhaitez rester discret. Comme je le disais, nous avons donc la chance avec Pierre qui gère toute la partie relative aux allocations d'actifs et Maxime, gestionnaire de patrimoine au sein du cabinet, d'animer cette triple table ronde et nous avons des invités de qualité car le contexte est complexe. On traverse actuellement un champ qui est brouillé, on a du mal à lire les cartes entre les classes d'actifs et tout ceci complique notre métier quand il s'agit de faire une allocation d'actifs et qu'on est face à des clients. Il ne semble plus y avoir de décorrélation entre actions et obligations et tous les secteurs semblent touchés par la volatilité et les incertitudes. Comment alors évoluer dans cet environnement? Quels sont les choix à faire pour nos clients? Comment lutter contre l'inflation? Quel est l'impact de la remontée des taux? Comment limiter la volatilité? Le marché de l'immobilier résistera-t-il? Bref, autant de questions et bien plus encore que nous allons poser à nos experts ce soir. Alors, je vais juste passer les slides rapidement. Voilà, les trois animateurs de ce soir. Et voici surtout les intervenants. Alors, au niveau des intervenants, on aura le plaisir d'accueillir la compagnie Odo avec Sophie Monnier et Pierre Toussaint, Sunny Asset Management avec Christophe Tapia, Euraseo avec Luc Marwenda, Novaxia avec Vanessa Rodriguez et Taylor avec Christophe Issenhut. Ce webinaire sera organisé en 4 parties avec tout d'abord le point macro par Odo. Nous allons essayer, si c'est possible, en général on déborde un petit peu, mais on va essayer de respecter au maximum le timing. On rappelle qu'il y a la Coupe du Monde et qu'il y a un petit Brésil-Serbie à 20 h, donc on va essayer tous de faire un petit effort. Du coup, sans plus tarder, on va rentrer sur le point macro avec Sophie Monnier. Je vais donc du coup te laisser un petit peu la parole. Merci Sophie. Le micro désactivé. Alors le micro est peut-être désactivé, je vais regarder ça. Si je la trouve, hop, elle est là, hop, demander de réactiver le son. Ça y est, je crois que maintenant, C'est bon, ça a fonctionné. c'est Merci parfait. Emmanuel. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Alors effectivement, je vais brièvement vous redresser un petit panorama des marchés, ce qui s'est passé donc cette année, et puis qu'est-ce qu'on fait dans le contexte actuel et quels sont nos scénarios pour les semaines et les mois à venir. Donc tout d'abord, effectivement, si on regarde cette année 2022, donc après une année 2020 inédite frappée par la pandémie de la Covid-19 et 2021 qui a été une très belle année de rebond de marché, de réouverture avec une bonne santé financière, des aides, des injections massives de liquidités aussi de la part des États, des banques centrales, eh bien 2022 est une toute autre histoire. Vous le voyez là dans la performance des indices, des grands indices de marché, que ce soit du côté des actions sur la partie gauche ou du côté des obligations sur la partie au milieu, plus à droite de ce graphique. Tous les indices sont dans le rouge. Il y a eu peu d'endroits où se cacher finalement depuis ce début d'année, sauf si vous aviez du dollar, comme vous le voyez sur la partie droite de ce graphique, ou si vous étiez exposé à l'énergie. Mais l'ensemble des marchés, finalement, sont plutôt à la baisse. On voit cette corrélation forte entre les actions aussi et les obligations. C'est un point important parce que beaucoup de clients, beaucoup de personnes considéraient notamment les obligations souveraines comme des actifs non risqués. Et là, attention à la perte en capital qu'ont pu entraîner ce type d'actifs depuis ce début d'année. On voit finalement que même sur les actifs considérés comme sans risque, la perte en capital a été très importante. Donc 2022, une nouvelle page, une nouvelle histoire bien évidemment, marquée très clairement par le grand retour de l'inflation.
qui a été aussi bien évidemment dopée par la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, et avec elle, bien évidemment, la hausse de taux, j'y reviendrai. Mais donc si on voit effectivement, ces niveaux d'inflation, hein, qui a aussi, entraîné cette baisse de marché parce que l'inflation a été très forte de part et d'autre de l'Atlantique. Là, on vous a représenté l'inflation, en zone euro, mais c'est aussi vrai, bien évidemment, aux États-Unis. Elle a commencé aux États-Unis, même si le rationnel, enfin, d'inflation, si on regarde un petit peu plus comment de quoi elle est composée, cette inflation aux États-Unis, elle est plus liée un choc finalement de demande, elle est plus endogène, alors qu'en Europe, l'inflation est plus majoritairement exogène, liée à un choc, là d'offres, et on le voit sur ce graphique finalement quand on voit le core inflation eurozone, on voit finalement que, l'inflation est aussi assez liée, hein, à cette dépendance énergétique de l'Europe. Et à cette crise, énergétique, que connaît l'Europe. Mais bon, quoi qu'il arrive finalement, hein, ce qu'on a constaté, 2022, retour de l'inflation, des niveaux d'inflation qui sont plus élevés que les objectifs des banques centrales qui sont à 2 hein, on vous le rappelle, et donc des hausses de taux, qui ont bien évidemment, marqué les marchés, qui expliquent cette forte baisse à la fois des obligations et des actions. Hausse de taux du côté, de la Fed et plus récemment, du côté de la BCE. Heu on constate aussi que ces taux qui ont commencé à monter en 2022, vont certainement continuer à augmenter en 2023, certainement plus longtemps, en Europe qu'aux États-Unis. On voit, hein, déjà une inflexion, en termes de rythme et d'amplitude dans les attentes de hausse de taux à venir aux États-Unis, hein, avec, notamment, les annonces de la Fed qui ont été, faites hier. Où, on pourrait voir, voilà, là, un point haut, bientôt sur, les taux arrivés aux États-Unis. Donc ce qu'on constate, hein, c'est que déjà beaucoup de mauvaises nouvelles, finalement, sont aujourd'hui intégrées par les marchés, ce qui explique aussi, ces performances, difficiles, pour 2022. Dans ce contexte, que fait-on? Sur les marchés actions. Donc après de fortes corrections, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à nouveau sur des niveaux attractifs en termes de valorisation. Hein, on voit sur la partie gauche qu'il y a eu des belles années de performance, sur 5 ans, du marché des actions, notamment on voit aux États-Unis. Et on voit sur la partie droite que lorsqu'on regarde le ratio cours sur bénéfice, on est aujourd'hui sur des niveaux aux États-Unis, mais aussi, en Europe et certainement, de façon plus marquée en Europe d'ailleurs, mais pour des raisons, évidentes aussi, liées à la macroéconomie majoritairement. On est sur des niveaux de cours sur bénéfice, inférieurs à la moyenne à 5 ans, ce qui constitue, des points d'entrée, en tout cas. Il y a certaines entreprises, certaines régions, certains secteurs aujourd'hui qui redeviennent attractifs et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours difficile d'acheter lorsque les marchés sont baissiers, mais c'est bien évidemment, quelque chose que l'on recommande de façon à lisser les performances. Donc un bon point d'entrée peut-être sur certains segments des actions et sur le crédit, quid? Donc sur les obligations, hein, d'une manière générale, vous savez, il y a 2 types d'obligations, les obligations souveraines et les obligations d'entreprise. Donc là, on va se concentrer sur les obligations d'entreprise, donc émises par, des entreprises à la fois investment grade ou high yield, et ce que l'on voit, c'est la bonne nouvelle là aussi, c'est qu'on retrouve du portage, ce qu'on appelle aussi le carry ou le rendement. On retrouve du rendement. Les sociétés qui émettent de la dette émettent à niveau à des rendements attractifs. On le voit sur des sociétés investment grade, donc des sociétés hem, au profil très solide, de désendettement, donc des sociétés mieux notées, par les agences de crédit, un taux de rendement autour de 4 et puis sur les sociétés high yield, donc on a des sociétés haut rendement, on voit là un taux de rendement, un portage autour de 8. Donc ça, c'est quand même, voilà, une bonne nouvelle. On reconstitue, du portage sur l'obligataire. Hem, donc Du coup, quels sont justement, Sophie, par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous dire voilà, quelles sont vos convictions et comment vous allez du coup bâtir vos allocations par rapport à ce contexte de marché, par rapport à tout ce qui s'est passé, du coup déjà ouais, tout à depuis ce début d'année?
Tout à fait. Donc effectivement, hem, en fait, on établit plusieurs scénarios. Aujourd'hui donc, bon, il y a un scénario alternatif qui est un scénario, plutôt optimiste, qui tablerait sur le fait que le point bas est totalement derrière nous, à 10. On est sur un scénario, plus, négatif à 30 où là, la récession serait plus forte qu'attendue et puis à 60 on est sur un scénario où la récession a peut-être certainement commencé, hein, en Europe, va perdurer très certainement au premier trimestre 2023. On est sur des niveaux de croissance mondiale qui sont certainement, un petit peu plus qui seront certainement un petit peu plus bas que les prévisions actuelles. Aujourd'hui, les estimations, les prévisions aussi entre 2,7 2,5 de croissance mondiale entre la FMI et les autres instances. Notre estimation est plutôt autour d'une croissance mondiale autour de 1,8. Hem, donc certaines, nouvelles macroéconomiques encore assez difficiles, des sociétés qui n'arriveront pas, bien évidemment, à faire face à ce changement de paradigme avec à cette hausse de taux, à ce contexte inflationniste. À cette hausse des coûts aussi de l'énergie, à cette baisse des marges. Mais en parallèle, hein, dans ce scénario, hein, on constate aussi que, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà anticipées par le marché, que, la hausse de taux, est déjà, pour une grande partie, derrière nous sur, le marché également financier. Hem ce que l'on voit aussi, c'est que certains secteurs resteront résilients, restent des secteurs de performance à long terme. On pense au luxe, à la santé, à certains secteurs de la technologie, et donc on, reste investi là-dessus. On rentre à nouveau sur ce type de segment. Et puis on, renforce également nos poches, obligataires où on retrouve là aussi, du rendement avec, à la fois des convictions, sur la partie investment grade, mais aussi sur le high yield. On garde également des poches, tout de même, de liquidité parce que la liquidité est quand même, voilà, on pense que reste quand même très importante et puis on évite les sociétés qui sont très fortement endettées, celles qui ne génèrent pas de profit, celles qui n'offrent pas de bonne visibilité sur la génération de flux de trésorerie et qui ont des problèmes de solvabilité, parce qu'effectivement face à ce contexte plus difficile, hem, la sélectivité, est d'autant plus importante, hein. On aura peut-être l'occasion, d'y revenir, Sophie, mais je t'interromps juste une voilà. seconde. On a une question Oui. sur le chat. Est-ce que dans les slides que tu viens de présenter, vous considérez la situation chinoise Covid? Donc, je pense que le client veut parler de la situation et la politique zéro Covid des Chinois. Oui, oui, tout à fait. Donc, alors la situation chinoise est complexe, aujourd'hui entre effectivement le ralentissement de la demande mondiale, entre la politique zéro covid et puis, les problèmes au niveau de l'immobilier, hein, qu'ils connaissent sur cette zone. On reste prudent, sur, la Chine. Il y a un point, d'intérêt en termes de valorisation, en revanche. Donc si on regarde, le panorama, je dirais, macro marché, on reste prudent. Quand on regarde les valorisations, on pense que voilà, à moyen long terme, ça peut être intéressant quand même de commencer à se positionner. Pour ceux qui peuvent avoir une démarche un petit peu contrariante aussi, puisque les flux sont plutôt, prudents vendeurs sur cette zone. Voilà, c'est intéressant. Il faut avoir un horizon de temps, à moyen terme. Moyen Merci. terme et peut-être du lissage. Alors du coup, on y rentre progressivement peut-être. Absolument. Voilà. Merci Sophie. Super. Merci. Donc voilà le retour sur l'année que nous voulions faire avec, vous ce matin et nos allocations pour les mois à venir. Je ne sais pas si tu es en décalage horaire, mais c'est ce soir chez nous, hein, donc tu es peut-être à l'autre bout du monde, je ne sais pas, mais non, c'est ça l'avantage de la visio, hein. Tu sais, ouais, les journées Je sont longues. je plaisante, je charrie. Donc du coup, on va glisser sur la première table ronde, qui est la table ronde du marché des actions. Merci Sophie pour ce constat qui est Avec plaisir. dressé. Je ne sais pas à ce sujet si Luc, tu aurais, si tu as envie de, je sais pas, de compléter peut-être avec un petit écart sur la dette privée qui fera après la transition vers la deuxième table ronde, mais peut-être nous dire un mot un petit peu sur comment vous envisagez un petit peu la macro chez Euraseo et puis ce point sur la dette européenne et mondiale. Oui, ben merci Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir Sophie, c'est très intéressant.
Alors nous, on est dans un univers d'investissement qui est très différent puisqu'on est sur les marchés de non-cotés avec, on va dire quelque part, un unfair advantage par rapport au marché coté, en ce sens que comme on n'est pas, d'abord, on n'est pas coté, donc on est un petit peu à l'abri de la volatilité des marchés financiers, c'est un premier élément. Bien sûr, on n'est pas déconnecté de l'économie, mais on a cet avantage. Et deuxièmement, quand on regarde la dette privée, l'avantage qu'on a par rapport aux obligations cotées, c'est que nous, le seul vecteur en fait de performance, c'est le taux de l'obligation. L'obligation n'étant pas cotée, quand les taux montent, en fait, les obligations ne baissent pas. Ce qu'on retrouve malheureusement souvent dans les obligations cotées, ce qu'on a notamment sur l'année 2022. Donc nous, tant qu'on est confortable sur la capacité des sociétés à rembourser leurs dettes, il n'y a pas lieu de provisionner le principal. Et comme on est systématiquement sur des coupons où on est à taux variable avec le Euribor, ben on est forcément avec une grande prédictabilité. Après, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas sur n'importe quelles opérations de dette privée. Si on peut rester sur cette slide, on est sur un marché extrêmement profond en Europe continentale et nous venons apporter du financement obligataire à des entreprises non cotées dans ce qu'on appelle le secteur lower mid-cap, c'est-à-dire des entreprises dont la valeur ne va pas dépasser 250 à 300 millions d'euros. Premier élément, elles sont dans une opération de capital transmission, c'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire de ces sociétés, c'est toujours un fonds de private equity, donc un fonds d'investissement en private equity. La société, elle est rentable et nous lui apportons de l'argent pour lui permettre de faire des acquisitions dans le cadre d'opérations de croissance externe qui, dans la plupart des cas, pour ce type d'opération, dans la plupart des cas, les banques ne sont pas présentes. Et ce qu'on regarde, on est sur la slide précédente, s'il te plaît, juste c'est que on voit que, alors bien sûr en fonction du secteur, alors nous on travaille dans le lower mid cap, c'est-à-dire les sociétés qui sont donc la partie vert clair. Ça veut dire quoi l'effet de levier? C'est-à-dire qu'on prête, si votre société fait 10 millions d'euros de résultats d'exploitation, on lui prête en moyenne 47 millions d'euros, pas plus. Si par contre on est sur de large cap, on est à 67 millions, à 6,7 fois. On a une exigence importante dans le financement des opérations sur une opération de capital transmission qui va intégrer donc une partie en capital et puis cette partie dette qui va servir à faire des acquisitions. On exige que sur le total des investissements, 61% soit de l'investissement en capital. C'est-à-dire qu'on est raisonnable, on ne va pas mettre trop de dettes, on ne va pas trop charger la barque. Ce qui fait qu'au final, on a des stratégies qui sont très solides puisque le taux de défaut, c'est-à-dire les moments où une société va se retrouver avec des problèmes, et ça c'est l'industrie en général, va se retrouver avec des problèmes, on va avoir ces 2,3% des cas et un peu plus de la moitié de ces problèmes sont résolus, si bien qu'au final on a un taux de perte de 1,1%. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des stratégies qui sont extrêmement solides et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors bien sûr, le marché est assez compétitif en dette privée, mais beaucoup moins dans le secteur du small mid-cap, qui est notre secteur sur lequel nous gérons aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros. Et encore une fois, c'est un marché très particulier sur lequel nous allons apporter du financement sur des entreprises rentables. On en reparlera, on va en reparler, exactement. de ce positionnement. Peut-être avant, en préambule, si d'aventure, tu pouvais peut-être un petit peu, je dirais, banaliser, on va dire, ces anglicismes que sont le private equity, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, peut-être nous démystifier cette classe d'actifs pour la rendre le plus accessible possible, parce que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, mais qui est quand même relativement récent pour le particulier qui viendrait à investir sur cette classe d'actifs, parce que c'était quand même quelque chose d'assez élitiste, d'assez réservé. Et aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, et peut-être que nos clients ne savent pas tous de quoi il s'agit. Donc, si tu peux peut-être un petit peu vulgariser tout ça. En 2 mots, ce qu'on considère être le private equity, ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, donc elles sont détenues par des capitaux privés. Et l'univers d'investissement auquel nous faisons référence, c'est l'ensemble des entreprises, on va dire, en Europe, dans lesquelles de l'argent professionnel est venu s'investir au capital. L'argent professionnel, c'est-à-dire des fonds d'investissement. Et ces sociétés, en fait, elles ont des valeurs d'entreprise qui peuvent être
de quelques centaines de millions d'euros. Je pense à 150, 200 millions d'euros. Je pense à Jot, c'est les petites doudounes de ville. Mais ça peut être aussi l'enceinte Carglass, hein, qui est une société mondiale qui s'appelle, l'entreprise s'appelle Belron, qui fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires annuel et plus de 800 millions d'euros de résultats. Cette boîte n'est pas cotée en bourse. Picard, les surgelés, vous êtes tous clients de chez Picard, probablement. Picard n'est pas coté en bourse, ça vaut plus d'1 milliard. Vous voyez, donc on a comme ça des entreprises, et ces entreprises, ça représente un univers d'investissement en nombre de sociétés qui est à peu près 10 fois plus gros que ce qu'on trouve sur les marchés cotés. Après, ce qui est très important, pourquoi est-ce que ces entreprises ont tendance à surperformer en fait les marchés cotés? Alors moi, c'est mon opinion personnelle qui n'est peut-être pas partagée par tout le monde, mais je pense que globalement, nos entreprises ont une meilleure gouvernance et une meilleure prise en compte en fait de la stratégie à moyen et long terme. Et ça se comprend assez facilement en ce sens que autour de la table, on a toujours relativement peu d'investisseurs. C'est un premier élément. Deuxièmement, dans la mesure où c'est compliqué de rentrer au capital, parce qu'une entreprise qui vaut quelques centaines de millions d'euros n'est pas accessible à vous, messieurs, dames, qui nous écoutez ce soir. Donc, comme c'est compliqué d'y rentrer, il faut être professionnel. Et si vous êtes professionnel, vous vous intéressez à une société, c'est parce que vous allez y créer de la valeur. Vous ne pouvez pas être investisseur passif sur une entreprise d'un côté. Donc, ce côté, se dire on est peu nombreux autour de la table, on a tous une vision à moyen et long terme pour créer de la valeur, fait que globalement, on a plutôt une meilleure gouvernance parce que, vous savez, les conflits, ça se passe tout le temps, quel que soit le type d'entreprise, qu'on soit sur l'entreprise cotée, conflit de gouvernance, hein, des assemblées générales où certains actionnaires ne sont pas contents du package des managers. Enfin, on en a encore parlé dans les news hier à propos de Stellantis. Dans nos sujets, on n'a pas ce type de sujet. Quand il y a un conflit, en général, il se règle très vite parce que justement, on est peu autour de la table. Et dans notre univers d'investissement, on est plutôt assez bien aligné. On peut gagner beaucoup d'argent si tout le monde gagne, mais à ce moment-là, tout le monde gagne de l'argent. Si l'entreprise ne va pas bien, tout le monde perd, mais on n'a jamais en disconnect. Donc, c'est aussi, voilà, c'est une classe d'actifs intéressante qui a de bonnes performances en général, mais qui a un énorme handicap, bien évidemment, par rapport au marché coté, c'est l'absence de liquidité. Eh bien, merci. Maintenant que nos clients connaissent le panorama global ainsi que la distinction entre les marchés cotés et les marchés non cotés, il sera intéressant de savoir comment vous allez gérer cela au quotidien sur une année 2023 qui s'annonce un petit peu dans la nébuleuse. Donc, je vais repasser la parole à Sophie qui va nous dire comment calibrer le risque dans ces marchés incertains et quelles sont les solutions que nous pouvons conseiller à nos clients. Ça marche, Emmanuel. Alors, effectivement, on vous propose ce soir de parler de Polaris, que sont 4 fonds diversifiés, globaux, tournés sur des thématiques d'avenir. L'intérêt d'Odo BHF Polaris, de ces 4 fonds, c'est que vous le voyez sur ce graphique, il y a une solution pour chaque client en fonction de sa volonté de s'exposer au marché action, plus ou moins. Voilà. Donc, vous avez une solution Polaris modérée qui est, elle, faiblement exposée au marché action, entre 0 et 40%. Et puis, vous avez l'étoile filante de la gamme, Odo BHF Polaris Dynamique, qui est, elle, beaucoup plus exposée au marché action. Qui a un retour sur l'investissement autour de 8-9% par an sur 10 ans. Et vous le voyez là, finalement, 4 fonds qui ont tous les 4 entre 4 et 5 étoiles Morningstar et qui ont un encours assez significatif et qui, on le tient à préciser, depuis le début de l'année, sont en collecte nette positive aussi parce que nos clients cherchent ce type de solution diversifiée aujourd'hui où on retrouve, je vous le disais, sur le marché coté, du rendement sur les obligations et où les actions offrent sur les actions orientées sur la qualité de très bons points d'entrée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, quels sont les axes différenciants d'Odo BHF Polaris, hein, ce qui est très important, effectivement, c'est que là, ce sont des fonds liquides. Hein, mon confrère en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'intérêt aussi de ces fonds, c'est que là, vous pouvez entrer, sortir
comme à tout moment, et puis qu'aujourd'hui, donc du coup, vous pouvez aussi profiter de ces points d'entrée attractifs aujourd'hui qui se présentent sur le marché, de façon à lisser vos points d'entrée et profiter des marchés qui sont quand même moins chers qu'il y a un an, hein, indubitablement. Ce sont des fonds diversifiés globaux et on préconise, je ne sais pas si j'ai suffisamment souligné dans l'introduction, mais on préconise bien évidemment d'avoir des investissements diversifiés, à la fois en termes de région ou en termes de secteur. Et là, ce sont des fonds qui investissent à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis et dans une certaine mesure dans certaines zones émergentes. Et le cœur de génération d'alpha, donc de surperformance de ces fonds, c'est la sélection d'entreprises de valeur axées sur, bien évidemment, la qualité. Je vais revenir là-dessus. C'est les entreprises, la qualité, qui ont des avantages compétitifs forts, qui ont des marges élevées, qui génèrent des profits. Et aujourd'hui, dans un contexte inflationniste et de hausse de taux, encore une fois, il est d'autant plus important d'être sélectif. Il y a un angle ESG aussi, bien évidemment, sur ces fonds. Ils sont 5 globes sur l'échelle de soutenabilité de Morningstar, vous le voyez ici. Et ils ont un historique de performance qui est très long, puisqu'ils ont été créés en 2005 et 2007, et donc ils sont passés à travers différentes crises qu'ils ont su effectivement surmonter, et où ils ont prouvé aussi leur belle capacité de rebond. J'aurai l'occasion de vous l'illustrer tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est l'orientation de ces fonds sur le long terme, hein, et lorsqu'on regarde à 10 ans, vous voyez là, c'est les 4 fonds Polaris comparés à leur catégorie Morningstar, hein, donc le fonds défensif comparé à la catégorie Morningstar défensive, et puis le fonds Polaris dynamique comparé à la catégorie Morningstar agressive, opportuniste. Et vous le voyez, la capacité des fonds Polaris à doubler, plus que doubler la performance finalement, en gardant le même profil de risque, en restant sur la même fourchette de risque que la catégorie Morningstar. Et c'est ça que recherchent nos gérants Polaris, c'est à capter cette surperformance du marché, sans prendre beaucoup plus de risques pour nos clients. Et donc le résultat, l'alpha est là, à long terme. Alors, sur quoi s'appuie la stratégie Polaris? Concrètement, sur quoi elle investit? Elle investit donc sur des actions, sur des obligations. Le quota action diffère en fonction, bien évidemment, du profil de risque de chaque solution d'investissement. Et la philosophie est simple, mais in fine efficace. Je vous le disais, c'est avant tout la sélection d'entreprises, 4 piliers: la qualité, en sélectionnant des entreprises qui ont des avantages compétitifs forts, ce peut être une marque comme LVMH, une technologie comme une société comme Thermo Fisher, une base de clientèle comme Visa, des avantages compétitifs qui permettront à des entreprises de bien évidemment fixer leur prix, d'avoir des marges élevées, de générer des profits récurrents, et donc encore une fois de faire face à un coût de dette plus élevé, de faire face à un coût des prix des matières premières plus élevé, à cette inflation globale, et qui arrive finalement à dépasser différentes étapes des cycles économiques. Cette sélection à travers le prisme de la qualité est clé. Le deuxième pilier, c'est l'ESG, puisque l'idée, c'est là aussi d'investir sur des entreprises de façon durable. Et donc, on respecte bien évidemment les critères ESG sur l'ensemble de notre processus d'investissement. Le long terme, parce que là, l'idée, c'est aussi d'investir, je vous le disais, sur des thématiques de croissance séculaire, et donc d'être positionné sur ces thématiques au sein des fonds Polaris, et de garder les convictions d'investissement longtemps en portefeuille, et la diversification à travers des poches actions, une poche obligataire plus défensive, et puis bien évidemment une diversification géographique dont j'ai déjà parlé et sectorielle que vous retrouverez au sein des fonds Polaris. Donc, un petit focus sur les thématiques de croissance que vous retrouverez au sein des fonds Polaris. Bien évidemment, donc la digitalisation, l'automatisation de l'économie, l'intelligence artificielle qui voilà, ne va pas s'arrêter, dont tous les développements, dont tous les investissements ne vont pas s'arrêter en 2022, mais continuer avec bien évidemment 2023-2024, et on va voir des bonnes nouvelles sur ce type de segment. Et là, nous avons illustré certaines convictions en portefeuille comme Schneider Electric, ou encore Alphabet, Google ou Microsoft. Nous investissons aussi sur le vieillissement de la population, hein, qui est un thème économique et politique aujourd'hui aussi, on le voit.
voit, et là, vous retrouverez des sociétés comme Thermo Fisher ou Novo Nordisk aussi sur la pharmacie. Les nouvelles tendances de consommation, on le voit avec l'explosion de l'e-commerce, hein, notamment Booking.com, Visa en sont des illustrations. Et puis la hausse des revenus de la classe moyenne, notamment dans la zone émergente, qui à moyen terme est une source de revenus ici. Et là, vous avez l'assureur AIA Group chinois et aussi, bien évidemment, LVMH que nous avons en portefeuille. Voilà quelques illustrations et ces thématiques de croissance auxquelles nous croyons pour finalement générer de l'alpha et de la croissance à long terme pour nos clients au sein des solutions Polaris. Alors, quid de la capacité de rebond, hein? 2022 a été une année difficile, alors est-ce que 2023, ces fonds seront en mesure de capter le rebond? Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien évidemment, mais vous le voyez là, hein, ce sont des fonds, je vous le disais, qui ont passé la crise des subprimes donc en 2008, la crise de la dette souveraine européenne en 2011, le conflit entre les États-Unis et la Chine en 2018 et la crise de la Covid. Et vous voyez, donc 2008, la crise de subprime, moins 3,6, et le rebond en 2009, qui est quand même assez significatif. De même, le rebond en 2012 et 2019, qui est assez marqué. Alors, c'est toujours difficile de dire, voilà, là, on y est en septembre 2008, de dire, voilà, là, on y est, on est au point le plus bas. Mais C'est en pour tout cas, ça, on c'est sait… pourtant ce qu'on attend de ta part, hein. Écoute, malheureusement, je n'ai pas cette boule de cristal. Mais effectivement, ce qu'on essaie de conseiller à nos clients, c'est d'essayer de, même si ça peut être un peu contre-intuitif, et puis c'est toujours difficile, encore une fois, de rentrer dans des marchés baissiers, c'est en tout cas commencer voilà, à se repositionner un petit peu aujourd'hui, et quitte à, voilà, en début d'année 2023, voir comment ça se passe, se repositionner encore davantage si on touche un point plus bas. Et puis certains considèrent que le point bas est derrière nous, hein, donc voilà aussi, il y a quelque chose à prendre en considération. Bon, ce n'est pas notre scénario central encore, mais en tout cas, on pense qu'il faut commencer effectivement à se positionner. Sophie, nous avons Et encore une question dans le chat, excuse-moi. oui, Les autres fonds qui sous-performent, notamment Avenir Europe, Green Planet, Intelligence Artificielle, alors je pense que tu ne pourras pas répondre forcément au nom de tes confrères gérants, mais en tout J'allais cas, dire la gamme est large en plus. ce soir, la gamme est large. On aura tout à l'heure le gérant de l'immobilier, entre autres, hein, qui en parlera, mais est-ce qu'éventuellement tu as un petit mot à dire là-dessus? Oui, alors il est vrai que bien évidemment certaines stratégies ont plus souffert que d'autres. Tous les fonds qui étaient orientés sur les segments qui ont été particulièrement pénalisés depuis le début de l'année, à savoir tout de même les segments de la technologie, aussi l'axe de la qualité, j'en parlais, c'est un axe sur lequel on investit à long terme, parce que lorsque vous regardez l'MSCI Quality à long terme, il fait 2 fois, je crois, la performance de l'MSCI World Standard. Donc l'MSCI World Quality surperforme à 5-10 ans largement son homologue standard. Mais à court terme, cette année, la qualité a été fortement pénalisée. Certains secteurs ont été beaucoup plus pénalisés que d'autres. Bon, la technologie en fait partie. Vous parlez de l'intelligence artificielle. Et puis, je vous disais, peu d'endroits où se cacher finalement, sauf si vous aviez beaucoup de pétrolières en portefeuille. Et ces fonds-là sont largement sous-pondérés en sociétés pétrolières. Aussi, pour certains d'entre eux, hein, pour des raisons ESG, voilà, évidentes. Donc voilà ce que je peux dire pour le reste de gamme. On pourra faire un point plus détaillé, parce que j'imagine ça, c'est peut-être pas le sujet de ce soir, et puis ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais surtout n'hésitons pas à organiser un point détaillé sur chaque solution d'investissement, de façon à ce qu'on revienne avec elle en détail. Et puis il est vrai qu'aujourd'hui, on préconise des solutions, encore une fois, diversifiées. Chercher, voilà, des points d'entrée avec je vous le disais, des bonnes poches de portage autour de 4%, même en allant sans prendre de risque, en allant sur l'investment grade. Aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de nos clients et de nos investisseurs et partenaires. Et vous retrouvez tout cela dans Polaris, une poche action orientée sur le long terme et la qualité, la croissance, mais pas à n'importe quel prix, hein, avec des sociétés, encore une fois, qui génèrent des profits et qui ont une bonne visibilité dans la génération de free cash flow. C'est très important. Des marges élevées sur la partie action, des sociétés qui seront à même de bien rebondir. Et puis sur la partie obligataire, enfin du portage, entre 4 et 8% en fonction des titres obligataires que vous pouvez retrouver en portefeuille, et une bonne capacité de rebond, comme ont pu le prouver ces fonds par le passé, nous attend. Merci Bon, Sophie. super, merci Sophie. Donc si je résume, liquidité, flexibilité, diversification, donc les maîtres mots de la gamme Polaris chez Odo, BHF qu'on utilise régulièrement et que les clients apprécient beaucoup. Alors maintenant, qu'en est-il, on va dire, de Raseo?
Donc à ce sujet, Luc, peux-tu rapidement, donc 5-6 minutes, nous faire un petit point sur qui vous êtes et puis les solutions que vous préconisez pour cette fin d'année ou 2023. Absolument, Emmanuel. Donc, très rapidement, un petit mot sur le groupe. Nous sommes un des 5 plus gros acteurs des investissements non cotés en Europe, avec 32,5 milliards d'euros sous gestion. Il se trouve qu'on est très solide parce que nous disposons de 9 milliards de fonds propres et nous sommes présents dans toutes les classes d'actifs non cotés, c'est-à-dire le capital, le private equity, la dette privée et les actifs réels. Ce qui nous différencie, c'est une stratégie ESG très ambitieuse, puisque nous avons pris un engagement de neutralité net carbone pour le groupe Eurazeo et toutes les entreprises que nous avons en portefeuille. Il y en a plus de 500 aujourd'hui. Un objectif de neutralité carbone en 2040, donc assez vite. Nous avons déjà une équipe climat de 6 personnes chez Eurazeo qui met en œuvre les bonnes pratiques dans toutes ces sociétés pour s'inscrire dans une trajectoire de réduction d'empreinte carbone. On est très aligné avec nos investisseurs également parce que le bilan Eurazeo investit systématiquement dans tous les programmes aux côtés des tiers. Et moi, ce que je fais en dirigeant le département Wealth Solutions, c'est ce que vous voyez là, c'est que nous avons développé un vrai savoir-faire au fil des années de création de fonds parallèles qui co-investissent ensemble avec d'un côté des fonds dédiés à nos grands clients institutionnels, qui sont des fonds de plusieurs milliards avec très peu de clients, toujours moins d'une centaine de clients, et en parallèle, des fonds dédiés aux clients, aux investisseurs non professionnels qui peuvent recevoir plusieurs milliers de clients, et ce sont des fonds de quelques centaines de millions d'euros, voire plus, dans certains cas. Pourquoi ça fonctionne? On gère plus de 3 milliards d'euros, donc à peu près 10% des encours totaux du groupe Eurazeo. Eh bien, c'est parce que nous avons beaucoup de crédibilité. Pourquoi? Parce que nous offrons à nos clients privés exactement les mêmes programmes d'investissement que ceux qui sont réservés à nos clients institutionnels, tout simplement dans un environnement réglementaire adapté aux clients non professionnels. Donc, il y a toujours une équipe d'investissement qui va déployer des transactions et ensuite, ce sont les middle office qui vont allouer entre le fonds institutionnel et le fonds de gestion privée. Et on a un savoir-faire supplémentaire, c'est que dans la mesure où on est capable de créer ces véhicules d'investissement, et c'est l'exemple avec ce fonds Eurazeo Private Value Europe, nous pouvons faire un blend de stratégies. En l'occurrence, ce fonds est un véhicule hybride principalement investi en dette privée à hauteur de 60% de son actif, mais aussi pour une petite part en capital, en private equity. Et sinon, si on peut rester sur cette slide-là avant d'avancer, merci. Donc, tout simplement, ce fonds, il a une caractéristique très importante pour vous. Il a en fait une structure qui ressemble beaucoup au fonds de Odo, au fonds coté, en ce sens que ce sont des fonds permanents, c'est un fonds permanent de 99 ans, dans lequel, avant d'investir, vous pouvez regarder l'historique de performance du fonds. C'est par ailleurs aujourd'hui un véhicule qui est disponible en compte titre ou en assurance vie, avec une valorisation hebdomadaire. Donc, vous pouvez rentrer quand vous voulez et vous pouvez sortir, on va dire, presque quand vous voulez, en ce sens que c'est un véhicule semi-liquide avec des fenêtres de sortie trimestrielles. Donc, si on avance dans la présentation, le fonds est accessible, donc, comme je vous le disais, en assurance vie ou en compte titre, donc c'est vous qui décidez. Et sa stratégie est d'investir pour 60% de son actif sur de la dette privée et pour 40% sur des opérations secondaires. Ce qui est très intéressant avec ces stratégies, c'est qu'elles ont un point commun. Leur point commun, ce sont des cycles courts, donc un peu contre-intuitifs par rapport au marché du private equity, mais clairement, des opérations de dette privée se débouclent en général au bout de 3 ans. Et le secondaire, en fait, c'est quoi? C'est le marché de l'occasion du private equity. C'est un marché qui est réservé aux grands investisseurs institutionnels. Il faut savoir que la totalité des actifs, tu me posais la question, Emmanuel, qu'est-ce que c'est que le private equity aujourd'hui? Ça correspond à peu près à 5 000 milliards d'euros dans le monde, investis majoritairement par des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont une approche de long terme. Néanmoins,
Un petit pourcentage de ce marché change de main régulièrement parce qu'il faut toujours une respiration, même sur des marchés non liquides. Et cette petite respiration qui est de 4 à 5% du marché, ça fait quand même des dizaines de milliards. Et c'est ce qu'on appelle le marché secondaire qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est sur des cycles courts, dans la mesure où on investit, on rachète des bouts de portefeuille qui sont en général, qui ont déjà 3 ou 4 ans d'âge et qui vont sortir plus rapidement. Et comme les opérations ont déjà été initiées, si on rachète du blé en herbe, si le blé n'est pas en forme, on ne l'achète pas. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un fonds aujourd'hui qui a une taille d'1 milliard d'euros, qui a 4 ans d'ancienneté, qui a été lancé en juillet 2018, donc on a vraiment un bon retour de performance. En 2021, le fonds a fait 7,1% de performance. Et si on regarde la slide suivante, sur 2022, alors on n'est pas sur on est au 9 septembre, on était à 5,80, mais au 11 novembre, nous sommes à 6,24 de performance depuis le début de l'année. C'est un fonds qui, aujourd'hui, tourne en moyenne sur une performance annuelle net client supérieure à 6,5%. C'était le cas en 2022. Alors, quand on voit que tous les marchés cotés ont baissé en 2022, nous, on va faire entre 6, un peu plus de 6,5 quand on sera à la fin de l'année. Ça, c'est très important. Le fonds est diversifié à date aujourd'hui sur 150 sociétés. Donc, c'est un fonds très solide, très diversifié, exclusivement dans les marchés non cotés. Alors, comme c'est de la dette privée principalement, ce fonds ne peut pas faire de miracle. Son objectif, c'est de faire du 6,5 de performance, mais de le faire de manière très régulière, très stable et sans accident. Donc, c'est un bon complément en diversification patrimoniale à côté d'investissements dans les marchés cotés. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on en parle ce soir. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Donc, merci à tous les deux pour vos interventions. Donc, nous avons donc parlé pendant cette première partie d'abord du contexte macroéconomique, puis de la vision de 2 sociétés de gestion sur les marchés actions cotées et non cotées. Et nous allons donc maintenant changer de table ronde pour passer à la classe d'actifs obligataires en nous posant la question suivante. Est-ce que c'est la classe d'actifs du moment? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir un binôme de Christophe, à savoir Christophe Tapia, associé fondateur de Suni Asset Management, et Christophe Issenut, gérant au sein de la société de gestion Taylor. Alors, je vais essayer de vous remettre les micros parce que je pense que je les ai coupés. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Christophe, où est-ce que je te trouve? Pendant ce temps-là, je me permets juste de préciser qu'il y a eu des questions sur la gamme Odo. Là, l'idée, c'était de parler de la gamme Polaris avec Sophie. Bien sûr, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez sur l'un ou l'autre fonds que vous détenez en portefeuille ou d'autres que vous souhaitez intégrer. S'il faut, on est également présent pour vous faire des propositions d'arbitrage. En tout cas, tout le suivi est bien sûr présent. On est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous faire des mails ou à nous revenir en nous posant vos questions. Merci. Allez, c'est parti sur le marché obligataire. On commence avec Christophe T, donc Christophe de Suni. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux tout simplement rappeler à nos clients ce que c'est une obligation et les grands principes qui régissent cette classe d'actifs? Très bien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors, on va essayer de faire effectivement les 2 grandes classes d'actifs liquides à votre disposition que vous connaissez sont les actions et les obligations d'un côté. Alors déjà, pour vous donner quelques repères chiffrés, c'est intéressant. La classe d'actifs obligataires, c'est la plus grande classe d'actifs du monde en termes de liquidité parce que c'est à peu près 300 000 milliards de dollars. Pour vous donner un repère, les actions, qui est le marché peut-être un peu plus connu de la part des particuliers, c'est à peu près 75 000 milliards de dollars. Donc, le marché de la dette, c'est 4 fois plus gros que le marché des actions. Donc, c'est un élément qui est très important à avoir en tête. L'évolution de ces différents marchés, que cette taille, c'est un sujet qui est évidemment très important. Alors, la grosse différence entre les deux, c'est que globalement, une obligation, c'est un contrat. Voilà. Donc, vous détenez un contrat qui est un vrai contrat dans lequel vous allez retrouver des clauses. On va y revenir tout à l'heure. Globalement, pour faire simple, une obligation, c'est 3 choses. C'est un contrat, une durée, un taux. Voilà, c'est exactement ce que vous avez à l'écran. C'est ce qu'il faut retenir, que vous achetiez l'emprunt d'État français à 10 ans, une obligation d'une société non cotée en bourse comme Picard surgelé, eh ben, vous allez toujours retrouver ces 3 éléments-là. Et pourquoi ce sont des éléments qui sont très importants? 1, parce que ça vous donne une visibilité très forte
sur la durée de votre investissement, et 2, sur le niveau de rémunération que vous pouvez attendre de cet investissement. Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Le risque premier, évidemment, quand vous achetez une obligation, c'est que finalement, le créancier, enfin l'emprunteur, ne rembourse pas sa dette. Donc ça, c'est un élément qui est très important. On y revient. Le risque quand vous êtes emprunteur, c'est qu'effectivement, quelqu'un ne rembourse pas sa dette. Donc ça, on y reviendra aussi. Et donc, ce qui nous importera, évidemment, c'est la solvabilité de l'emprunteur et la rémunération qu'il propose par rapport, effectivement, au risque qu'on est capable de prendre. Quand vous êtes un actionnaire, vous détenez un titre de propriété. Alors, ce n'est pas un contrat, c'est totalement autre chose. Et votre rémunération elle va être faite différemment que si vous êtes un créancier obligataire. Vous allez pouvoir percevoir des dividendes, vous allez pouvoir avoir un cours de bourse qui évolue et essayer de gagner de l'argent en fonction des risques. Alors que finalement, si j'ai envie de noircir un petit peu le trait, quand vous êtes un créancier obligataire, j'ai envie de dire, les paramètres économiques de l'entreprise comptent peut-être un peu moins. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si l'entreprise va être capable de rembourser sa dette dans l'horizon de temps qu'elle aura déterminé. Ça, c'est le point le plus important. Est-ce que Peugeot va faire mieux que Renault? Ce n'est pas forcément la question. La question, c'est est-ce que Peugeot ou Renault vont rembourser sa dette dans l'horizon de temps qui est prédéterminé? Et ça, c'est un élément essentiel. Les obligations, et ce qui est différent avec le marché des actions, c'est que vous avez dans les obligations une durée. Et si vous arrivez au terme de cette durée sans souci, la société qui aura emprunté de l'argent va vous rembourser 100% de ce que vous avez investi et vous aurez touché pendant toute la période des coupons qui vous auront rémunéré le risque pris. Alors que si vous êtes actionnaire, c'est un petit peu différent parce que ça peut bouger effectivement, ça peut monter, ça peut baisser et vous n'avez pas la capacité de savoir cette notion de temps pour savoir à quel moment. Et donc, c'est un autre élément essentiel qui différencie les deux classes d'actifs. Et puis après, bien évidemment, si on veut rentrer dans la partie rendement, évidemment, c'est plus sexy d'acheter des actions. On peut imaginer des niveaux de performance bien plus importants sur les actions que sur les obligations. Le niveau de risque pris n'est pas exactement le même, bien évidemment. Et donc, ces deux classes d'actifs sont totalement compatibles l'une avec l'autre à l'intérieur d'un portefeuille diversifié, comme on peut expliquer nos amis de chez Odo tout à l'heure. Mais ça peut être aussi que des fonds actions ou que des fonds obligataires. En tout cas, ces deux classes d'actifs-là sont assez différentes et être jumelées l'une avec l'autre à l'intérieur d'une classe d'actifs pour un client particulier. Super, parfait. Maintenant que la mécanique obligataire n'a plus de secret pour personne, je vais passer la parole à l'autre Christophe pour nous dire simplement, il essaie de nous expliquer un peu ce qui s'est passé sur cette classe d'actifs en 2022 et surtout comment expliquer ses performances historiques. On en a un petit peu parlé et puis nous dire tout simplement est-ce qu'il y a eu un crack ou pas de crack, quoi. Oui, merci Emmanuel de me passer la main. Merci à Christophe Tapia d'avoir planté un peu le décor de ce qu'est l'obligataire. J'espère que vous m'entendez bien. Super. Alors, effectivement, l'année 2022 n'est pas finie, mais pour autant, nous qui sommes gérants obligataires, donc chez Taylor AM, on sait d'ores et déjà que l'histoire financière retiendra 2022 comme le crack obligataire de 2022. Voilà. Je pense que d'ici quelques temps, la sémantique sera à peu près celle-ci, peu ou prou. Et c'est vrai qu'on ne s'en est pas forcément rendu compte, mais en 2022, il s'est passé quelque chose quand même d'assez historique. Et finalement, nous, notre métier, chez Taylor AM, on a des fonds obligataires, même des fonds actions, des fonds multiclasses d'actifs également. Mais notre rôle aussi, c'est, chers amis d'Alsace, c'est aussi de vous indiquer, une année comme 2022 où à peu près tout a baissé, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qui a le plus baissé, où sont les opportunités d'investissement. Et il est vrai qu'en 2022, clairement, on a eu, si peut-être Emmanuel, tu peux juste revenir à la slide précédente, si on regarde les obligations d'entreprises de grande qualité, c'est probablement là qu'on a une opportunité, une fenêtre d'entrée un peu historique. Là, on a, si vous voulez, présenté sur ce graphique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les performances pour chaque année sur les obligations d'entreprises qui sont bien notées par les agences. Triple B, c'est un rating assez solide. Voilà, vous retrouvez des entreprises bien connues comme General Electric, comme BNP Paribas. Vous voyez, des émetteurs très solides qui sont capables de traverser des récessions sans que leur capacité de remboursement ne soit remise en cause.
Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en 2022, la baisse qui a eu lieu sur ce type d'obligation, eh bien, depuis un siècle, les données américaines sont les plus anciennes qu'on puisse trouver. Eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'a jamais eu de baisse sur ce type d'obligation aussi marquée depuis un siècle. Voilà. Et même pendant la Grande Dépression des années 30, on n'a pas eu une baisse du prix de ces obligations aussi marquée qu'en 2022. Alors, c'est sûr que quand on balaye un peu toutes les classes d'actifs, oui, bien sûr, tout a baissé, mais là, il y a peut-être quelque chose à regarder. Alors, qu'est-ce que ça signifie que les prix ont baissé comme ça? Eh bien, comme l'a indiqué Christophe Tapia, qu'est-ce que c'est qu'une obligation? En fait, c'est un titre, c'est un contrat. Et en fait, par exemple, une obligation de General Electric, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, moi, j'émets une obligation à 100, OK? Je vous rembourserai cette obligation à 100 à une date qui est déjà prévue au départ, mettons dans 6 ans. Et puis, chaque année, je vais vous payer un coupon. Voilà, c'est ça une obligation. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022? C'est que grosso modo, ce type d'obligation très solide, eh bien, le prix de ces obligations est passé de 100 en début d'année à autour de 80 ces derniers temps. Voilà. Donc, elles ont baissé d'à peu près 20%. Ça, c'est des obligations, vous voyez, par exemple, qui sont émises par des sociétés qu'on connaît tous. Voilà, Coca-Cola, BNP Paribas, Volkswagen, La Poste, vous voyez. Juste pour rester un instant là-dessus, c'est des obligations qui ont baissé d'à peu près 20%. Alors évidemment, aujourd'hui, l'opportunité, elle est là. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait d'ores et déjà qu'elles vont être remboursées à 100, à une date qu'on connaît. Voilà, là en l'occurrence, c'est les obligations 2028, donc dans 6 ans. Donc vous savez que, sauf si une de ces sociétés fait faillite d'ici là, ou ne vous rembourse pas ni les coupons ni vos dettes, mais enfin, compte tenu de la solidité de ces entreprises, le risque de défaut là-dessus, il est quand même très très faible. Et donc, si vous voulez, on a aujourd'hui effectivement ces obligations-là. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles valent à peu près 80. On sait qu'elles seront remboursées à 100, à une date qu'on connaît, et qu'entre-temps, chaque année, elles vont vous délivrer un coupon, taux d'intérêt. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose à considérer. Mais là, tu nous parles beaucoup de points d'entrée, mais pourquoi on est arrivé à ce moins 20? Peut-être juste rapidement. Alors, c'est ça la question. Exactement. Pourquoi on est arrivé à ce moins 20? Parce que on n'a jamais eu des anticipations de hausse de taux aussi fortes. Alors, vous savez que ce sont les banques centrales qui définissent les taux d'intérêt, qui définissent quels sont les taux d'intérêt à court terme. Et on n'a jamais eu des anticipations du fait que les banques centrales augmentent leurs taux aussi fortement et aussi rapidement. Et par conséquent, si vous voulez, les obligations, quand les taux montent, elles ont leur prix a tendance à baisser. Alors, pourquoi nous, on pense qu'aujourd'hui est un bon point d'entrée pour aller finalement chercher du rendement sur ces obligations? On peut juste peut-être rester un instant sur la slide précédente, parce que vous me direz, oui, mais alors, les obligations ont baissé parce qu'on anticipe des hausses de taux, mais les hausses de taux, elles ne sont pas finies. Les banques centrales, elles vont continuer à augmenter leurs taux au mois de décembre et même en 2023. Alors, pourquoi investir aujourd'hui sur les obligations? Alors, pourquoi? Parce que, en fait, les obligations, c'est un peu comme tous les actifs financiers, c'est des actifs qui anticipent les choses. Bien sûr, si on prend le parallèle avec une action, si l'action d'une société qui annonce un très gros contrat sur 2023, bien sûr, son action, elle ne va pas attendre 2023 pour monter. Elle va monter au moment où on détient l'information. Pour les obligations, c'est un peu la même chose. Les obligations, elles ont déjà anticipé un certain nombre de hausses de taux. Alors, est-ce que les banques centrales
la Fed et la Banque centrale européenne vont continuer à augmenter leurs taux? Oui, mais pour autant, c'est déjà pricé par les marchés obligataires. Vous voyez, par exemple, ici, aujourd'hui, les taux de la BCE, les taux courts, ils sont à 1,5%. Et quand vous achetez une obligation, eh ben, ce qui est pricé, ce qui est intégré dans le prix de cette obligation, c'est déjà que les taux seront à 3% l'année prochaine. Et c'est pareil pour la Fed. Le marché a déjà anticipé qu'ils seront à près de 5% l'année prochaine. Donc, si vous voulez, le marché obligataire a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce que les taux montent. Mais aujourd'hui, les hausses de taux, même les hausses de taux qui sont devant nous, sont déjà intégrées par les marchés obligataires. Et donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'investir. Alors, pourquoi nous, on aime bien aussi les obligations de qualité? Les obligations très bien notées, celles qu'on voyait au départ. Tu peux passer, Emmanuel, s'il te plaît, cette slide. Parce qu'aujourd'hui, et Sophie Meunier Dodo l'a rappelé, on retrouve du rendement, y compris sur des obligations très bien notées, sur lesquelles les risques de défaut sont très faibles. Donc, c'est pas mal parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut obtenir aujourd'hui, retrouver du rendement sans prendre beaucoup de risques, simplement en s'exposant à des obligations d'entreprise très, très, très robustes. Et pourquoi on aime bien ces obligations très robustes? Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que, bien sûr, les obligations de sociétés très, très solides donnent un peu moins de rendement que les obligations à haut rendement, par définition. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un bilan un petit peu plus fragile, vous êtes obligé de verser aux investisseurs un peu plus de taux d'intérêt pour pouvoir emprunter. Mais il ne faut jamais oublier effectivement qu'il y a aussi des taux de défaut dans le high yield, hein, ouais, et que il faut savoir se méfier aussi de certains ratings un peu trop faibles. Par exemple, vous voyez, sur 6 années, quand vous voyez des ratings triple C, par exemple, eh bien, un émetteur sur 2 noté triple C fera défaut dans les 6 années qui viennent. Voilà. Donc, effectivement, bien sûr, plus de rendement sur le high yield, mais attention, il faut être sélectif. Et donc, on peut s'exposer à un peu de défaut. Aujourd'hui, il existe sur l'investment grade du rendement. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, l'opportunité, probablement, elle se situe là. Voilà. Christophe, je t'interromps. On a une question dans le chat, pas forcément évidente, mais tu parlais tout à l'heure de vigilance. On a un client qui demande pourquoi attendre une baisse de 20% pour réagir. Peut-être un amalgame avec le côté aussi, mais… Alors, nous, en fait, on gère un portefeuille d'obligations et effectivement, le marché des obligations investment grade, donc bien noté, a perdu 20%. Voilà. Donc, oui, effectivement, les obligations BNP Paribas, La Poste, Volkswagen ont perdu 20%. Alors, réagir, c'est ce qu'on a fait. Nous, si vous voulez, on reviendra peut-être sur la façon dont nous gérons notre fonds. On y reviendra. Voilà, on y reviendra, mais c'est une bonne question et je l'aborderai peut-être au moment où on parlera de la façon dont nous gérons les choses. Voilà. Alors, Christophe de Suny, je vais te redonner la parole. Hein, maintenant que je dirais que le constat 2022 est posé, qu'on connaît la mécanique obligataire. Je ne sais pas si tu souhaites d'abord, je dirais, compléter peut-être les propos de chez Taylor et après, surtout, nous dire du coup si c'est le grand soir pour les obligataires et surtout comment profiter ou faire profiter à nos clients de ces opportunités qui semblent se décider. Donc, n'hésite pas à nous refaire un petit point sur Suny et sur le fonds 2025 que tu vas nous présenter. Oui, non, mais la question de client est très, très bonne. D'ailleurs, nous, on a une réponse. Alors, tout n'a pas perdu 20% dans l'univers obligataire. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi ça qu'il faut avoir en ligne de mire. C'est-à-dire que si on a été sélectif et si on a choisi des sociétés un petit peu différentes, parce que ce qui est intéressant dans ce que montait Christophe, c'est qu'en début d'année, la hausse des taux qu'on est en train de vivre là, qui est certes, il y avait quand même un signe avant-coureur, ça fait un moment qu'on en parle,
Emmanuel, on se connaît depuis bien longtemps, cette question de hausse de taux, ça fait longtemps qu'on l'évoque. Et nous, en début d'année, on disait, bon, à un moment donné, il va se passer des choses. L'inflation commençait déjà à arriver en début d'année. Et nous, en début d'année, on a pris un choix marquant assez fort, c'est de dire, si les taux montent, ce qui a été le cas, alors c'est facile de refaire le match, mais il vaut mieux acheter des obligations sur des durées plus courtes. Parce qu'évidemment, plus l'obligation que vous détenez au portefeuille elle est longue, plus cette sensibilité à la hausse des taux est forte. Et nous, on a fait un pari obligations sur des durées plus courtes. Alors certes, nos portefeuilles ont baissé, mais ils ont baissé dans des proportions largement différentes. Aujourd'hui, nos portefeuilles obligataires, ils ont baissé entre 5, 6 et 7%, ce qui est dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui, avec ce crack historique de hausse de taux, plutôt une très bonne performance. Donc, on a choisi des obligations très courtes. Et puis surtout, on a choisi de ne pas prendre les obligations les mieux notées. Parce qu'au bout du compte, c'est contre-intuitif à ce moment-là, c'est ce qui a le plus baissé depuis le début de l'année, c'est les sociétés les plus solides. Et donc ça, c'est ces sociétés les plus solides, elles sont plus sensibles à cette hausse de taux d'emprunt d'État. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, on est allé, nous, sur des sociétés, entre guillemets, évidemment, un peu moins solides, sur lesquelles, évidemment, la réaction a été meilleure et sur des durées plus courtes. Et globalement, on a absorbé ce choc. Et donc, pour répondre à la question très légitime du client, oui, on a essayé de se bouger et c'est ce qu'on a fait. Et entre guillemets, nos clients sont plutôt contents qu'on ait fait ça. Donc, on va continuer de faire attention à cela. Mais attention quand même, il ne faut pas faire de trop grands amalgames. Il y a des gens qui ont réussi à travailler différemment. Aussi des gens qui ont gagné de l'argent. C'est-à-dire que nous, on a un véhicule d'investissement. Emmanuel s'appelle Sony Patrimoine 2.0, qui a gagné plus 8% depuis le début de l'année. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on n'achète que des actions et que des obligations, quand les classes d'actifs sont corrélées entre elles, si les deux baissent, vous pouvez être le meilleur du monde. Mais si les deux baissent en même temps, vous ne pouvez pas faire grand-chose. En revanche, il y a d'autres outils qui permettent de gagner de l'argent dans des univers où toutes les classes d'actifs sont corrélées entre elles. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place sur Patrimoine 2.0, mais ce sera l'occasion d'une autre vidéo en tout cas. Mais voilà, ça veut dire que l'univers dans lequel on est là aussi pour essayer, alors pas forcément de le rendre plus simple, mais aussi de trouver des outils qui permettent de faire des choses un petit peu différentes des autres. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de créer des sociétés entrepreneuriales comme les nôtres. Sony a été créé, en l'occurrence par moi, mais l'idée, c'était de trouver des choses un petit peu différentes de ce que faisait finalement à peu près tout le monde pour essayer d'exister dans cet univers assez compétitif. Donc voilà, donc il y a des choses à faire malgré tout. Voilà. Alors rapidement, en 2-3 minutes, tu peux nous dire qu'est-ce que vous privilégiez sur 2025, enfin sur 2023 avec ton fonds Suni Opportunité 2025. Nous en dire quelques mots. Alors évidemment, là où il y a effectivement une évidence, c'est qu'on retrouve de la rémunération sur le monde obligataire. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, et ça c'est un point qui est essentiel pour tout le monde, c'est qu'en fait, on vient de refermer une parenthèse de l'histoire qui était une anomalie. C'est-à-dire que pendant les 6-7 dernières années qu'on a vécues, le taux de rémunération de la dette souveraine française à 10 ans avoisinait 0. Bon, c'est quelque chose dont on s'est tous habitués, bien évidemment, mais ce n'était pas normal. Et puis, il a fallu payer l'État français ou payer l'État allemand pour qu'il garde notre argent, ce qui est une incongruité absolue. Donc ça, c'est fini. Voilà. Donc on a fermé cette parenthèse. C'était une anomalie de l'histoire. Et là, on est rentré dans une phase qu'on appelle, nous, une normalisation. Alors, elle se fait certes un peu dans le sang, parce que cette hausse de taux elle est très violente, mais au bout du compte, d'avoir un emprunt d'État français à 10 ans qui rémunère entre 2 et 3%, c'est une chose totalement normale. Et surtout, ça reprice l'ensemble des actifs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir de 2,50, il n'y a pas d'actif qui peut rémunérer moins de 2,50. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui dans l'univers obligataire. Donc, ça veut dire que le champ des possibles, il est évidemment bien plus large pour avoir un niveau de rémunération bien supérieur à ce qu'on aurait eu en début d'année. Maintenant, il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce que tout d'un coup, on a l'impression que c'est plus facile et que ça rémunère bien qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, nous, on a pris de nouveau un biais un petit peu différent. On a décidé d'aller sur des échéances plutôt très courtes. Voilà, donc on a créé un fonds qui s'appelle Sony Opportunité 2025, parce qu'il nous a semblé que pour de voir très loin aujourd'hui, aller engager des clients sur des durées 27, 28, 29 ou plus loin, honnêtement, je ne vois pas bien l'intérêt, à la fois d'un point de vue visibilité et d'un point de vue économique. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on a comme rémunération sur du papier 2025, aller acheter des choses bien plus longues, c'est s'exposer à des taux qui peuvent continuer de monter, parce que c'est la réalité opérationnelle. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas arrivé à la fin de cette hausse de taux. Et donc, si on veut être moins sensible à la hausse des taux, il vaut mieux être sur des durées plus courtes. 2025, une diversification autour de 70 émetteurs différents, donc 70 sociétés différentes, pour aller chercher un rendement autour de 6%. Voilà, c'est un rendement qui nous semble totalement acceptable. Si en janvier, on nous avait dit qu'on allait gagner 6% sur des obligues en fin d'année, on serait allé à Lourdes. Donc, globalement, on s'aperçoit que là, on retrouve effectivement de la rémunération. En revanche, Sophie l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a un élément qui est essentiel, c'est qu'il va falloir être sélectif. Ça, c'est un point important. Chez Sony, on gère des obligues depuis
Alors, il se trouve qu'au cours des 15 dernières années où on a créé Sony, on n'a jamais eu de défaut. Donc, on est très content de ça. Mais déjà, ce n'est pas parce qu'on n'en a jamais eu qu'on n'en aura jamais. Donc, il faut être très précautionneux sur ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes. Et surtout, on essaye de se sortir de tous les grands poncifs, de dire attention, telle boîte est mieux notée qu'une autre. Donc, voilà. Nous, on connaît bien les boîtes, on a l'habitude de faire ça depuis très longtemps et on va essayer de trouver les business models qui vont être les plus résistants dans un univers qui est éventuellement récessif. Donc, si la récession arrive, évidemment, les sociétés les plus solides vont le mieux s'en sortir. Et des sociétés solides, c'est au-delà de leur notation, c'est aussi des business models qui sont solides. C'est vrai que nous, on aime bien les business models avec des abonnements, voilà, les opérateurs téléphoniques, les gens qui font des alarmes, enfin voilà, tout ce qui est source d'abonnement et surtout tout ce qui n'est pas forcément sujet à des baisses particulières si effectivement il y a un peu de récession. Je suis sûr que si demain la croissance va moins bien, je suis à peu près sûr que vous n'allez pas couper votre abonnement de téléphone ou votre abonnement Internet, ça c'est à peu près sûr. Donc globalement, et aujourd'hui, à horizon de 3 ans, avoir un niveau de rémunération autour de 6%, ça veut dire que globalement, sur les 3 prochaines années, il y a entre 15 et 18% à aller chercher. La seule chose qu'on ne connaît pas sur un fonds daté, c'est la séquence. Voilà, on sait qu'on a entre 15 et 18 à aller chercher. Est-ce qu'on va faire 5, 5, 5 si on prend 15%? Est-ce qu'on va faire 15, 0, 0? Est-ce qu'on va faire 0, 0, 15? On n'en sait rien. Aujourd'hui, on est plutôt dans un univers où ça devrait être à peu près lissé. Mais en tout cas, voilà, c'est l'univers de rémunération sur une durée déjà qui est courte et qui nous semble suffisamment confortable. Par exemple, c'est une alternative qui nous semble très intéressante ou par rapport à des produits traditionnels type plan d'épargne logement ou autre chose. Voilà, ces actifs-là peuvent être largement remplacés par ce type de véhicule d'investissement sur des durées qui ne sont pas trop longues. Ça donne de la visibilité. Et puis d'ici 2025, il peut se passer plein de choses. Alors imaginez d'ici 2028, 2029 ou 2030. Alors là, c'est un horizon de temps qui est pour moi. Alors moi, je suis un terrien, hein, donc voilà, je suis désolé, mais alors, moi, c'est un horizon de temps. Déjà, j'ai du mal à voir à 3 jours. Alors il y a 6 ans, dans l'univers des produits financiers, donc, voilà, on va aller assez rapidement. Non, mais c'est parfait, Christophe, parce que du coup, on est quand même pris par le temps. On a bien compris. Donc, du coup, c'est plutôt du high yield, c'est plutôt une échéance déterminée et plutôt courte. Donc, pas de souci, c'était bien clair. Alors, du coup, chez vous, chez Taylor, est-ce que c'est la même chose? Comment vous voyez ça? Et pareil, je vais te demander d'être assez rapide, 3-4 minutes si c'est possible, si tu peux nous synthétiser tout ça. Voilà. C'est tout à fait possible, Emmanuel. Et nous, chez Taylor AM, alors on a aussi des fonds à yield, hein, et Christophe Tapie a tout à fait raison. Je pense que il y a un intérêt aujourd'hui sur le high yield. Nous avons aussi un fonds sur lequel on se concentre uniquement sur les obligations de haute qualité. Comme ça, on prend pas de risque de défaut, même s'il y a une récession qui n'est pas à exclure d'ailleurs dans l'année prochaine. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir d'obligations très qualitatives, on va essayer de rivaliser, voire même de battre un peu le high yield. Alors, comment on fait? Tu peux peut-être passer juste, s'il te plaît, à la slide suivante. Déjà, c'est en général sur un cycle complet, ça ne marche pas tous les ans, hein. En général, quand il y a beaucoup de croissance, beaucoup de liquidité, le high yield fait mieux que l'investment grade, hein, ça c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, devant nous, qu'est-ce qu'on a? On a moins de liquidité et on a moins de croissance. Bon, donc, c'est pour ça que nous, on a aujourd'hui, dans notre gamme de fonds, plutôt une préférence pour l'investment grade. Et on a ce produit qui permet, avec l'investment grade, de rivaliser, voire de battre le high yield. Alors, comment on fait? En fait, c'est pour ça que la question était très pertinente. Qu'est-ce qu'on fait pour réagir? Tu peux passer, Emmanuel, à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Alors voilà, ça, c'est le portefeuille. Vous entrez dans le fond, vous êtes diversifié. Et vous voyez, en termes de rating, ce qu'on appelle les notations d'agence, vous voyez, on est uniquement exposé sur des obligations de très grande qualité avec des noms qu'on connaît bien. Voilà. Et comment on arrive à battre le high yield avec de l'investment grade sur quelques années? Eh bien, parce que justement, on réagit fortement. On prend nos bénéfices à chaque fois que une obligation s'apprécie fortement et que son rendement baisse à un niveau qui n'est plus tellement intéressant. À ce moment-là, on prend nos bénéfices et on la remplace systématiquement par une obligation qui a un rendement un peu supérieur. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, on recharge le potentiel de performance du fonds. Et vous voyez, donc là, on avait, quand on a lancé ce fonds-là en fin 2010, une échéance 2016. Si on avait constitué le panier au début et qu'on était parti en vacances jusqu'en 2016, on aurait eu, vous voyez, une progression du fonds très inférieure à celle qu'on a constatée fin 2016. Pourquoi? Parce que
par le fait de prendre les bénéfices sur les petits rendements et de les remplacer par des rendements un petit peu meilleurs, à chaque fois qu'on fait ça, eh bien, on recharge le potentiel du fonds. Et c'est comme ça que dans le temps, pas tous les ans, mais dans le temps, on arrive effectivement à avoir finalement des performances proches du high yield, sans prendre des risques de défaut qui sont consubstantiels au high yield. Alors, cette stratégie n'a pas fonctionné en 2022, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, comme on l'a rappelé, il ne fallait pas être sur les obligations de qualité cette année. Aucun intérêt. Parce que ce sont les obligations. On a eu un krach obligataire historique. Donc, clairement, il ne fallait pas être là-dessus. Pourquoi nous, chez Taylor AM, dans l'ensemble des fonds que nous gérons, on vous parle de celui qui a le plus baissé? Parce qu'à notre sens, c'est celui qui a le meilleur couple rendement-risque aujourd'hui. Du rendement, il y en a. Du risque, il n'y en a pas beaucoup puisqu'il n'y a pas de risque défaut. Alors, bien sûr, comme l'a rappelé Christophe Tapia, nous, on a aujourd'hui des échéances à 6 ans, donc 2028. Bon, si vous avez 6 ans devant vous, c'est clair qu'il peut se passer des choses sur les taux d'intérêt, mais de toute façon, les obligations qui valent 80 aujourd'hui, elles vaudront 100 dans 6 ans. Bon. Et entre-temps, c'est un produit liquide, vous pouvez entrer et sortir tous les jours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte plutôt favorable à ça. Si tu peux juste passer la dernière slide et j'en termine par là, c'est un fonds qui sait rebondir et c'est probablement un véhicule idéal pour jouer le rebond après le krach. Et d'ailleurs, vous voyez, on a sur le mois qui est écoulé, c'est un fonds qui a pris à peu près 6% déjà. Donc, on a eu un krach historique et en 2022, 2023 pourrait être l'année de l'obligataire. Et c'est peut-être un véhicule à considérer pour jouer ça. Voilà. Ah bah écoute, c'est parfait, c'est super. Je vais juste me permettre le mot de l'allocation. Alors effectivement, ce n'est pas la stratégie qu'il fallait avoir en 2022. En revanche, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette année 2022. Tout a changé par rapport à l'année précédente. On se retrouve à travailler avec une feuille blanche et c'est ce pourquoi on propose des nouvelles opportunités. Et il y a 1 an, voire 6 mois, ce n'était pas opportun d'en avoir. En revanche, aujourd'hui, il y a plus de rendement qui est là pour payer le risque qui est pris. Donc, ça devient pertinent d'y aller. Voilà, si c'était pour répondre à la question qu'il y avait dans les commentaires. C'est vrai que c'est un fonds que nous n'avions pas dans nos allocations en 2022, donc pour rassurer l'ensemble de nos clients. Donc, effectivement, ils n'ont pas subi ce trou d'air, mais du coup, c'est vrai que ça nous semblait une opportunité et puis surtout d'avoir 2 stratégies différenciantes ce soir sur ce marché qui nous semble l'opportunité du moment. Une stratégie, comme dit, plutôt court terme, plutôt, on va dire, concentrée, plutôt avec une échéance fixe et une stratégie, on va dire, peut-être un peu plus longue, mais sur des obligations de meilleure qualité qui ont connu un gros coup de tabac sur l'année 2022. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier tous les deux, car être à la fois technique et à la fois didactique, c'est très difficile en gestion obligataire, donc merci vraiment à tous les deux. Et pour terminer cette présentation, on va passer à une classe d'actifs incontournables et pour laquelle vous posez très certainement aussi beaucoup de questions, à savoir l'immobilier. Donc, j'ai normalement ouvert les micros de Vanessa Rodriguez, directrice des partenariats de Novaxia, et normalement, j'ai ouvert les micros de Pierre Toussaint de chez Odo. Oui, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. C'est parfait, vous êtes tous les deux au rendez-vous. Donc, sur l'immobilier, on a parlé macroéconomie, actions et obligations, et nous allons scruter comment ces marchés vont donc évoluer dans le futur, soit de façon corrélée, on va dire, comme en 2022, ou de façon décorrélée. Mais maintenant, nous allons donc parler d'une classe d'actifs qui peut sembler parfois plus concrète aux yeux de nos clients, et je peux les comprendre. J'entends par là l'immobilier. Nous avons décidé de faire un grand écart sur ce marché de l'immobilier entre d'un côté les SCPI, un marché qui a montré beaucoup de résilience, y compris en 2020, et le marché des foncières cotées, peut-être un peu moins connu et qui, lui, connaît de nouveau une année très compliquée. Alors, est-ce qu'on peut compter sur la robustesse du marché immobilier tertiaire ou est-ce le moment de profiter éventuellement aussi d'un krach sur les foncières cotées pour rentrer ? Je passe tout de suite la parole à Vanessa Rodriguez pour nous faire un petit point introductif sur ce marché de l'immobilier tertiaire.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Emmanuel et à toute l'équipe d'avoir organisé ce webinaire et encore aux auditeurs qui sont présents malgré effectivement ce format qui tend à s'allonger un petit peu, mais effectivement c'est très intéressant. Sur la partie marché immobilier tertiaire, effectivement pour en parler des heures, l'idée là ça va être d'être très concis. En fait on voit que l'essence coûte 2 fois plus cher, que vous achetez aujourd'hui une tranche de jambon avec 25% d'augmentation. Donc l'idée c'est l'urgence, c'est qu'est-ce que je fais avec mon argent qui dort en banque aujourd'hui et l'inflation qui galope. Et donc, si je laisse concrètement mon argent sur mon compte en banque, je vais malheureusement être lié en fait à l'inflation. Et donc, trouver des solutions pour protéger de l'inflation, c'est le sujet de ce webinaire. Et on l'a bien vu que sur les marchés financiers, c'était possible. Et effectivement, le maître mot dans vos placements, ça va être la diversification et la mutualisation et la pierre papier pour ça, comme les sociétés civiles ou les SCPI sont et ont prouvé à travers les différentes crises avant, pendant et après que ce sont des produits qui se maintiennent bien tout simplement aussi parce que les baux sont indexés sur l'inflation. Donc, ça participe. Donc, c'est vrai qu'on a quelques slides de marché, mais grossièrement, c'est un marché immobilier tertiaire, c'est un marché qui est toujours très dynamique. D'accord, on le voit à travers les chiffres, 272 milliards en Europe, 21 milliards en France. Et donc, il y a une profondeur de marché énorme. Et en plus de ça, c'est très dynamique puisque si tu passes les slides, je t'invite à passer les slides, Emmanuel, je vais être assez concise pour essayer de gagner un peu de temps. C'est que c'est toujours un support plébiscité. Donc en termes de, pour les institutionnels, de location prime. Et donc, c'est un marché protecteur puisque, comme je vous le disais, les baux commerciaux sont indexés sur l'inflation. Et même dans un marché stressé, et c'est un peu le parti pris de Novaxia, vous allez voir que c'est l'immobilier de bureaux tertiaires délivre et continue à délivrer de la performance. En moyenne, on est sur du 4-5. Certaines arrivent à dépasser un petit peu ces plafonds, à être plutôt aux alentours des 6%. Et par exemple, la SCPI Néo, qui est un des produits pour lequel vous avez accès au sein du cabinet, ces 3 dernières années, a servi plus de 6%. Et en plus de ça, les SCPI ont cette chance-là d'être assez flexibles, puisqu'on va permettre aussi de vous verser des loyers. En fait, c'est tous les avantages d'un investissement immobilier sans les inconvénients, puisque vous allez pouvoir acheter pas un seul appartement ou maison, mais ça va être plusieurs immobiliers actifs tertiaires différents que vous allez mutualiser avec d'autres épargnants et toucher des loyers en fonction de votre épargne. Et ça, parfois, même mensuellement. Donc, c'est plutôt un atout quand on est dans une phase d'inflation et qu'on voit son pouvoir d'achat qui baisse. Donc, il y a 2 immobiliers, on va dire, l'immobilier à 2 vitesses. Il y a l'immobilier qui correspond bien aux demandes des locataires avec l'immobilier, un géologue central, l'immobilier corps, ultra dynamique. Et vous avez toute cette partie marché immobilier tertiaire qui a des défauts, sur lequel aujourd'hui, nous, on souhaite investir et certainement d'autres sociétés nous suivront demain pour avoir une capacité de flexibilité face à cet immobilier de bureau qui a tendance à voir en fait ces tendances de consommation changer. Donc, vous avez la partie gestion locative de parc immobilier, d'accord. Et puis après, vous allez voir qu'il existe d'autres typologies d'immobilier tertiaire flexible qui permet de répondre à votre problématique aujourd'hui de placement, notamment liée au contexte inflationniste. N'en dis pas trop, un peu de suspense. J'en dis pas trop. Alors, je ne sais pas si Pierre veut peut-être compléter le propos sur ce qui vient d'être dit, mais il serait peut-être intéressant aussi, si tu rebondis là-dessus, peut-être d'expliquer aussi à nos clients de façon très simple ce que c'est l'immobilier coté, une foncière cotée, et donc pourquoi ce segment a beaucoup souffert sur l'année 2022. Oui, très bien, merci Emmanuel. Écoutez, on a parlé d'obligations, du marché obligataire, on a parlé aussi du marché actions. Finalement, nous, on a eu la double peine. Je vais déjà adresser votre première question. Donc, en quoi consistent les foncières cotées ? Mais avant tout, et donc on est sur un marché, on va dire, un petit peu confidentiel ou de niche sur les foncières cotées. C'est vrai qu'on représente en fait une très faible partie par rapport en fait aux investissements globaux en immobilier. Alors,
Qu'est-ce qu'une foncière cotée en bourse? C'est une société en fait qui le plus souvent donc détient et le plus souvent gère en fait des actifs immobiliers qu'elle loue et dont elle tire des revenus. Elle vend et elle achète en fait des biens immobiliers et l'arbitrage qu'elle fait sur son portefeuille en fait est un facteur de création de valeur. Donc en fait, grâce aux foncières cotées, les investisseurs peuvent avoir accès aux revenus qui sont issus des actifs immobiliers sans avoir vraiment à les détenir. Et ces actifs peuvent appartenir à des segments très variés comme la santé, les bureaux, la logistique, le self-storage ou le stockage en fait pour particuliers, qui d'ailleurs a bien résisté là, pendant cette crise. Hein. On a des nouvelles tendances après le Covid justement. Donc voilà. Donc après, les avantages, quels sont-ils? C'est cette liquidité hein, qui est inhérente en fait aux foncières cotées, puisqu'on a une valeur liquidative tous les jours sur notre fonds. Et ensuite, donc, vous avez compris, c'est la diversité en fait des supports, hein, que ce soit des secteurs, mais c'est aussi des zones géographiques. Finalement, être investi dans les foncières cotées, ça vous permet d'être sur différentes classes d'actifs, différents segments de l'immobilier et avec une répartition géographique aussi qui est variée. Voilà ce que je peux vous dire sur les foncières cotées. Donc les avantages, diversification, liquidité, et puis un dividende aussi qui est élevé, puisqu'en fait la plupart de ces sociétés, pas toutes encore une fois, mais la plupart ont un statut de transparence fiscale, et donc ça s'appelle des REITs, et donc ça leur permet d'avoir des dividendes relativement élevés, puisqu'elles distribuent en moyenne 80% de leurs revenus. Et donc, Voilà, pourquoi l'inconvénient, cette baisse si violente en oui, 2000? Alors, parce qu'on entend quand même dans un fonds comme Odo Immobilier, on entend immobilier, donc les clients peuvent se dire, bah, ce sera plutôt stable, hein, c'est une valeur résiliente sur la durée. Et là, on se rend compte, pareil, comme avant un fonds obligataire qui est sur les obligations les mieux notées, il fait -20. Bah, pareil, un fonds, je ne sais pas combien est Odo Immobilier aujourd'hui, mais pareil, il fait grosso modo -20. tout à fait. Comment on peut l'expliquer du coup? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez incompréhensible, hein, et c'est là aussi pourquoi on voit donc potentiellement, en tout cas, un point d'entrée sur la classe d'actifs, mais on reste quand même prudent sur l'immobilier, hein, parce qu'on pense, en effet, ça a été dit par les nombreux intervenants ce soir, le changement de paradigme, en fait, hein, qui a été massif, et ce qui explique donc cette très très forte sous-performance des foncières cotées cette année. Hein. On a vraiment énormément souffert, on a été bousculé. Finalement, on a eu un petit peu la double peine. On a eu la peine de l'obligataire, hein, puisque souvent un secteur donc, qui est vu comme on dit, bond proxy, hein, et aussi la peine du marché action. Donc, finalement, l'endettement des foncières, donc des sociétés immobilières qui leur permet hein, de financer leur croissance et leur création de valeur, hein, puisque c'est bien pour ça que nous, on n'investit que dans des sociétés qui créent de la valeur par des arbitrages d'actifs, bah, ça s'est retourné contre elles. Donc, on a vécu une année très difficile, hein, qui n'est pas finie, mais avec donc une baisse. On valorise aujourd'hui, alors ce sera le slide suivant, bah, peut-être restons déjà sur celui-là. Donc on va juste rappeler donc, l'effet de levier hein, par l'endettement qui fait partie intégrante du business model des foncières pour ce système de création de valeur. Mais donc aujourd'hui, vous le voyez en fait, et nous on pense que ça n'a pas été pris en compte par les investisseurs qui ont regardé uniquement la violence en fait hein, et la vélocité en fait de la hausse des taux. En fait, ils ont regardé finalement que le coût de la dette, mais ils n'ont pas bien regardé en fait ce que ça pouvait comment ça pouvait en fait se transmettre au niveau des revenus, puisque en réalité, c'est pour ça qu'on achète des sociétés immobilières, c'est aussi pour cet aspect défensif, hein, vertueux, grâce à l'indexation. Et l'indexation, elle est bien réelle. Nous, on le voit avec nos contacts qu'on a avec les managements de sociétés hein, qu'on suit. On voit bien que cette indexation, elle va passer
de temps en temps jusqu'à 7, 8, 10%. Mais ça, ça n'a pas été pris en compte. Ce moteur de l'indexation, finalement, n'a pas été pris en compte aujourd'hui par les investisseurs. Puisque, en effet, c'est ce qui confère à l'immobilier son côté protecteur. À la fois donc cet impact sur la dette, mais à la fois aussi cette indexation. Donc, deux forces qui s'opposent un petit peu l'une à l'autre. Mais voilà. Et donc, voilà, donc très bien, on a le slide sur les valorisations. Donc, cette incertitude, en effet, sur le niveau d'atterrissage des taux longs a pesé énormément sur le secteur. Malgré tout, c'est vrai qu'on constate que sur le marché direct, le marché physique dont vous parliez juste avant, en fait, on remarque qu'il tient plus ou moins bien, il tient plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on commence à avoir quand même des petits signes. Alors, est-ce que ça va se détériorer? On pense que oui, les marchés physiques vont se détériorer un petit peu, pas de manière de grande ampleur, mais en tout cas peuvent se détériorer un petit peu, ce qui à court terme peut peser aussi sur la performance de notre fonds. Mais malgré tout, voilà, donc aujourd'hui, en fait, le marché valorise déjà une baisse de 29% des valeurs d'actifs. Donc, voilà, ça nous semble quand même intéressant de se repositionner. On parlait de lisser en fait ces points d'entrée, puisqu'on ne voit jamais les points bas. Mais là, vous voyez quand même qu'on valorise en fait aujourd'hui une crise encore plus importante que la crise de 2007-2008 en termes de baisse de valorisation des actifs sur cet univers européen des foncières cotées. Bon, bah super, merci Voilà. Pierre. Je vous en Redonnerai la parole après. Donc effectivement, donc nous avons d'un côté donc les supports immobiliers, on va dire physiques, qui semblent plus stables, du moins à court terme, et très résilients, mais moins liquides, et de l'autre des supports volatiles, liquides, ou peut-être un point d'entrée en train de se décider. Alors Voilà, prudemment, Vanessa, oui. peux-tu nous dire maintenant comment chez Novaxia vous traitez cette classe d'actifs? Quelles sont vos convictions pour la suite et comment vous anticipez éventuellement les difficultés à venir? Effectivement, on n'a pas de boule de cristal, donc les crises peuvent vite arriver. Chez Novaxia Investissement, en fait, ça fait un peu plus de 15 ans et c'est vraiment dans notre ADN. On traite le recyclage urbain. D'ailleurs, on est première société de gestion à mission. Donc, notre mission, finalement, c'est de traiter le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre à travers une gamme de fonds liés, évidemment, à cette classe d'actifs immobiliers tertiaires, avec une flexibilité pour lequel on a été, en tout cas, les premiers novateurs sur ce sujet-là, puisqu'il y a une deuxième classe d'actifs en immobilier qu'on connaît d'ailleurs tous très bien, puisque c'est l'immobilier résidentiel. Aujourd'hui, on a tous besoin de se loger et on connaît d'ailleurs tous les complexités diverses et variées pour se loger. À travers la SC Novaxia R que vous trouvez à l'intérieur de tous les contrats d'assurance vie et notamment ceux à disposition auprès de votre cabinet, vous allez pouvoir décider d'investir dans de l'immobilier qui est obsolète et vacant, sur lequel il y aura un projet de transformation en logement résidentiel. Et si tu as la slide d'après, en fait, tout ça, c'est un terrain où tous les feux sont au vert, puisque c'est un véritable alignement de planètes favorable au recyclage urbain, puisque d'un côté, il y a à peu près 1 million de pénuries de logements en France, et encore plus dans les zones tendues, vous imaginez bien. Après, vous avez à côté une consommation de l'immobilier de bureau qui a changé, et une grande partie d'entre eux qui est obsolète à cause de la réglementation, et une grande partie d'entre eux qui est vide, et c'est à peu près 4 millions de mètres carrés vides juste en Île-de-France. Donc, qu'il y ait crise ou pas crise, qu'est-ce qu'on va faire en fait de cet immobilier de bureau qui est inaccessible aujourd'hui? On va tout simplement le transformer à très court terme en logement résidentiel pour pouvoir permettre à chaque Français de pouvoir se loger. Et on va le faire de deux jambes différentes, donc directement acheter sur des actifs qui sont vacants et obsolètes pour les transformer en logement résidentiel. Et dans un deuxième temps, on va utiliser notre SCPI Néo, parce que comme on est dans les contrats d'assurance vie, c'est un produit qui est très liquide et qui a une valorisation hebdomadaire. Et elle est permise grâce à justement la SCPI Néo dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet en fait d'acheter de l'immobilier tertiaire et de toucher les loyers
issu de l'intégralité du parc immobilier tertiaire, à peu près 25 sur la SCPI Néo, et qui permet de réinjecter de la création de valeur régulièrement tout au long en fait, du projet de développement en logement résidentiel. Donc, c'est un fonds qui se tient bien. On a à peu près 500 millions de collectes. Et d'ailleurs, merci parce que c'est en partie grâce à vous. Et ce qui est intéressant de votre côté, c'est que tout est 100% engagé et investi. D'accord ? Donc, j'ai pris un exemple, je pense, qui est quand même très parlant, puisque, oui, alors c'était la slide de juste avant. Oui, voilà, très vas-y, reviens. Avec les étapes de création de valeur. Je reviens. Je t'en prie. C'est ça ? Voilà. Oui, en fait, je voulais expliquer comment on génère de la performance. Il faut rappeler que la SC Novaxia R, c'est un produit qui va vous permettre de générer 5% par an, donc qui se tient très bien. D'ailleurs, cette année, évidemment, on confirme notre objectif de performance, mais elle est également déjà confirmée pour l'année prochaine, puisque, vous savez, acheter des actifs immobiliers, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et on travaille sur les BT bien en amont pour savoir si la performance sera tenue d'année en année. Donc, la gestion là-dessus, on a des points tous les mois. Donc, je suis capable de vous dire, voilà, où est-ce qu'on en est à l'instant où on parle. Je vous ai pris ce petit exemple qui est situé à Clichy. Alors, bon, je ne suis pas parisienne, vous non plus, mais je trouvais que c'était un exemple assez intéressant puisqu'on arrive en bout de chaîne. Donc, on est vraiment en train de vendre là l'intégralité des lots. Et donc, il y a eu la partie acquisition. Donc, en gros, c'était des stockages vides donc dans la première couronne parisienne. On sait tous quand même qu'on a du mal à se loger, notamment en tout cas que Paris est une zone tendue. On achète à 1 000 € le mètre carré. On revend à permis de construire purgé au promoteur. Et donc là, on achète bien avec 20% de décote puisque là, mon prix au mètre carré grimpe de 1 200 €. On va insérer des travaux, effectivement, pour le mettre aux normes et puis le transformer en logement résidentiel. On va rajouter 2 000 € le mètre carré. Et là, on va le vendre en bloc. Sur Clichy, il faut savoir qu'on va vendre entre 6 000 et 8 600 € le mètre carré. Donc, c'est comme ça que se fait la création de valeur et la performance à l'intérieur du fonds. Et il est lissé, évidemment, sur 4 à 5 ans. Mais on a démultiplié les projets puisqu'on a quasiment plus de 86 projets transparisés à l'intérieur de ce fonds-là, ce qui en fait la robustesse. Et pour vous, l'accès à de l'immobilier physique qui va être transformé en logement résidentiel, qui, je vous rappelle, ces 20 dernières années, il y a eu quand même que 3% de baisse. Donc, on peut dire quand même que c'est une classe d'actifs très résiliente. Et en plus, si tu vas à la slide d'après, on a un ADN fort au niveau ISR. Donc, investissement socialement responsable. Donc, oui, on veut créer du logement, mais on le fait vraiment dans l'état de l'art, puisque l'idée, c'est de redynamiser les villes. Mais on ne le fait pas à n'importe quel prix, puisqu'il y a pas mal de décrets qui passent, notamment au niveau écologique. Et on ne peut pas bétonner des espaces verts ou des espaces agricoles. Et donc, nous, on va même créer de la pleine terre, donc en gros, créer des nouveaux jardins en plein centre-ville, alors qu'aujourd'hui, on sait quand même que c'est un vrai sujet. Et pour tous les actifs vacants, vous allez me dire effectivement qu'est-ce qu'on en fait de ces actifs avant qu'ils soient transformés en logement résidentiel. Eh bien, il y a 18-24 mois d'attente pour les différents permis obtention administrative, j'ai envie de dire. Au lieu de mettre des frais de gardiennage qui vont rajouter des frais et puis on va pouvoir se demander s'il ne peut pas avoir des squats éventuellement dans ces actifs-là, on va faire travailler les élus locaux sur la possibilité en fait de mettre des associations, des collectifs d'artistes et de mettre à disposition finalement cet immobilier vacant à ces associations comme l'Armée du Salut, c'est un exemple que je vous ai affiché, mais qui a pu en fait donner tous les matins pendant 24 mois les petits déjeuners aux personnes qui en avaient besoin, et ça en plus en plein cœur de Paris. Donc, finalement, faire confiance à Novaxia Investissement à travers, évidemment, votre cabinet, que ce soit sur la SCPI Néo ou Novaxia R, ça va permettre d'allier de la performance, puisque Néo, c'est 6%, R, c'est 5%, mais en plus, d'allier du sens à votre placement, parce que je pense qu'aujourd'hui, on en a quand même besoin. Alors, si en plus, ça respecte l'inflation, que ça se met dans des contrats et que tout le monde peut y accéder, et en plus que ça se fait, j'ai envie de dire, avec un gros volet solidaire, je vous laisserai en juger, mais je pense qu'aujourd'hui, ça répond quand même, en tout cas, un pan de diversification que vous pouvez mettre à l'intérieur de vos allocations. Pas de sujet pour vous sur l'augmentation des taux, ça aucune influence?
Ou l'augmentation des prix des matières, par exemple, sur le fait que vous faites de la transformation, par exemple Oui, alors si, effectivement, on a ces sujets-là, sauf qu'en amont de la transformation et à l'acquisition, c'est des sujets qu'on prévoit déjà. Donc, on a des poches aléas pour tous ces sujets-là. Et donc, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais on a un cahier des charges qui est extrêmement flexible, ce qui fait que quand il n'y a plus de bois, on prend du PVC. Quand il n'y a plus de PVC, on prend de l'alu. Donc, ça nous permet en fait de tenir nos délais. Le seul petit sujet qu'on peut avoir sur nos Novaxia, c'est éventuellement le rythme de commercialisation. Parce qu'effectivement, à terme, on vend en lot à des institutionnels ou directement aux particuliers. Alors, c'est le promoteur, hein, ce n'est pas nous, hein, parce que nous, on est société de gestion. Et vu qu'il y a eu la hausse et puis surtout des difficultés quand même incroyables à avoir du crédit aujourd'hui, on peut se dire que le rythme d'écoulement de nos lots se fera de manière un petit peu plus lente. Aujourd'hui, je vous avouerai qu'on n'a pas vu encore le sujet et pourtant, au S2, on a investi 1,2 milliard quasiment. Hein. Donc, pour l'instant, on ne le voit pas, mais on a déjà prévu de potentiellement pouvoir conserver ces logements et toucher les loyers issus justement de la location pendant, je ne sais pas, entre 2 et 5 ans pour attendre des jours meilleurs et après les vendre une fois que le marché sera un petit peu plus favorable. Donc tout ça, c'est déjà prévu dans nos bulletins prévisionnels. Bon, super. Merci Vanessa. Et nous terminons donc cette dernière table ronde avec Pierre qui va nous en dire un peu plus sur le fonds Odo Immobilier, son historique et éventuellement les perspectives. Et puis si nos clients peuvent, comme dit, commencer à y rentrer, allez, 3-4-5 minutes maximum si c'est possible. On a dépassé un petit peu le timing, on s'excuse d'avance, mais c'est intéressant, on se laisse prendre au jeu. Bien sûr. Alors, donc, Odo BHF Immobilier, c'est un fonds qui s'inscrit dans la gamme thématique en fait des fonds chez Odo BHF. C'est un fonds qui a un track record important, puisque c'est un fonds qui a été créé en 89. On fêtait les 30 ans du fonds en 2019, juste avant le Covid, avant les années difficiles d'ailleurs. Donc, c'est aujourd'hui un fonds, vous l'avez compris, hein, les performances boursières aujourd'hui des foncières, des sociétés immobilières cotées, nous semblent déjà tenir compte d'un scénario qui est très sombre pour les marchés immobiliers, alors même que finalement les marchés directs, même si pourrait y avoir des petites baisses en fait sur les différents marchés en raison de cette phase de normalisation sur les taux, ça nous semble déjà en fait intégrer beaucoup de choses. Alors sans présager de l'avenir, à ce stade, ça nous paraît vraiment très exagéré. Donc c'est là où revenir prudemment. Ça peut faire sens, mais encore une fois, avec un peu de prudence. Donc, le temps où les taux d'intérêt finalement vont trouver un niveau d'équilibre approche, et cette stabilisation devrait permettre aux investisseurs de regarder à nouveau les fondamentaux du secteur des foncières cotées. Alors, juste sur le fond, donc aujourd'hui, on a une stratégie sur l'immobilier coté où on gère 400 millions d'euros. Je co-gère en fait avec Véronique Gomez. Nous sommes donc 2 gérants à la tête de ce fonds. Vous voyez sur ce slide, en fait, l'objectif, nous, c'est d'investir dans des sociétés qui créent de la valeur en arbitrant finalement leurs actifs. Et là, c'est vrai qu'on parlait de ESG et on voit bien que ça va être aussi un critère de création de valeur pour ces sociétés. Donc voilà, on essaie évidemment de créer de l'alpha, c'est notre métier, créer donc une surperformance par rapport à notre indice de référence. Et là, vous voyez donc sur l'écran, vous voyez les 5 convictions. On a pris un biais plus prudent au cours de l'année, en fonction des différentes phases après la guerre, déclaration de guerre de la Russie en Ukraine, mais aussi quand les banques ont eu un discours beaucoup plus agressif sur la hausse des taux, qui semble se calmer aujourd'hui. On a pris un profil plus agressif avec des sociétés, par exemple, comme Vinci, que je ne présente pas. Je vous parlais aussi du stockage particulier, en fait. Donc, la société Shurgard, c'est en fait la branche européenne de la société Public Storage. Et là, on voit qu'il y a des tendances structurelles. On parlait des prix immobiliers à Paris. Évidemment, la pièce en plus, parce qu'on peut le dire comme ça, aujourd'hui, finalement, est intéressante, souvent.
Et voilà, bah, après quelques autres sociétés, je ne vais pas les décrire parce qu'on est un peu pris par le temps, j'ai bien compris, et je ne vais pas vous retarder, mais voilà, nous, c'est voilà, aujourd'hui, bah, vous aurez compris les messages, la valorisation, en tout cas, nous semble assez excessive quand on regarde les prix sur les actifs nets gérés de ces sociétés. Et donc revenir prudemment aujourd'hui, encore une fois, faire sens. Je dis prudemment parce qu'en fait, on a probablement un petit point d'entrée aujourd'hui. On a regardé le slide des valorisations tout à l'heure, hein, on voyait qu'on était en dessous de la crise de 2007-2008, alors qu'on n'est quand même pas du tout dans le même dans la même dimension, hein. Donc, mais c'est vrai qu'on a encore cette prudence, hein, puisque finalement, à court, moyen terme, la hausse des taux c'est pas fini. Et puis peut-être quelques soubresauts sur les marchés physiques pour tenir compte de cette phase de normalisation, comme on l'appelle, sur les taux dans les banques centrales. Voilà. J'en ai fini, je ne vais pas être trop long. Non, mais c'est super. C'est jamais évident de terminer, on va dire, un webinaire qui s'est en plus un petit peu tiré sur la longueur. Donc, on vous remercie tous les deux d'avoir fait preuve de patience et d'avoir Merci. accéléré un petit peu le timing. On va terminer avec, je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question sur le sujet. En tout cas, on remercie bien évidemment tous les participants. Certains sont déjà partis, bien évidemment. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir joué le jeu. Ce n'est pas toujours évident puisque vous avez souvent affaire à des gestionnaires de patrimoine et pas forcément à des clients. Donc, vous avez joué le jeu d'essayer de démocratiser, on va dire, le langage. Et si jamais, bien sûr, nos clients n'ont pas tout compris, ont besoin d'informations supplémentaires, ils sauront bien évidemment où nous trouver. J'en profite, on avait un petit sondage éventuellement à vous faire passer. J'ai d'ailleurs oublié le premier, donc je vais faire juste uniquement le deuxième. Si les derniers clients qui sont connectés prennent le temps rapidement d'y répondre, ça peut être sympa. Il y a deux petites questions à répondre. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je ne sais pas si vous le voyez, le sondage. Il a dû s'afficher sur vos écrans. Donc, on remercie bien évidemment, donc, comme dit, les participants. Je remercie toute l'équipe de Patrimoine Consultant Colmar qui a participé activement à la création de ce webinaire, et notamment Pierre et Maxime qui ont animé avec moi cette soirée. Et puis, bien évidemment, on remercie tous les clients qui sont toujours présents lorsqu'on organise des manifestations, qu'elles soient physiques ou virtuelles, on va dire. On était plus d'une centaine de participants. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait plus fait, donc c'est plutôt sympathique. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, Maxime. Mais... Non, on a répondu à toutes les questions. En tout cas, pour ceux qui nous suivent encore, n'hésitez pas à nous envoyer des mails si ça a évoqué des idées d'investissement. Contactez votre interlocuteur, votre conseiller ou moi-même afin qu'on puisse vous accompagner dans vos projets, que ce soit en versement complémentaire ou en arbitrage, ce qui est déjà présent chez nous. On se tient à votre disposition. Ou même, comme on le disait avant, si c'est simplement faire un point sur vos contrats ou avoir des explications sur l'un ou l'autre support. Aucun problème, on se tient à votre disposition. Merci. Merci à tous. Merci à tous.